Quelle forme ça, une histoire, pas un scénario, pas le contenu, mais quelle forme physique, à quoi ça ressemble en fait ce que tu transmets pour donner ton histoire? Alors au tout début, ça dépend. En fait, il y a ce que tu envoies à l'éditeur pour savoir si ça l'intéresse de l'acheter ou pas. Donc ça, c'est vraiment le pitch de base, ce qui varie un peu d'un éditeur à l'autre. Mais en général, tu as ton elevator pitch, c'est-à-dire le pitch que tu peux raconter en une phrase dans l'ascenseur pour convaincre la personne de te l'acheter. Ensuite, tu as le plot qui raconte à peu près de quoi va parler ton histoire, les thèmes que tu vas aborder. Et il y a l'histoire en entier, c'est-à-dire si tu fais une mini-série, tu racontes du début à la fin, en un seul paragraphe, tout ce qui va se passer. Avant ça, il faut d'abord trouver ton dessinateur. Et là, en général, ça dépend avec qui je travaille. Avec Elsa, souvent, je lui transmets vraiment l'elevator pitch, genre une phrase, quelques persos. Elle fait les premiers dessins, elle me renvoie, ça me donne des idées. Je lui renvoie un peu plus d'histoire, on en discute. On crée l'histoire ensemble vraiment de la genèse jusqu'au pitch envoyé à l'éditeur. Après, quand je vais travailler avec d'autres dessinateurs qui sont déjà publiés, il faut les convaincre. Donc là, j'arrive quasiment avec le pitch terminé, même si j'accepte toujours les retours, les idées, les designs qui pourraient me faire partir dans d'autres directions. Et ça dépend vraiment avec qui je travaille. Il y a deux types de collaboration. Soit on est prévu comme dessinateur, c'est-à-dire que le scénariste écrit avec le dessinateur en tête, auquel cas c'est assez personnel. Il y a des indications qui sont à la fois précises, mais qui laissent une liberté d'interprétation. Mais parfois, il arrive que le scénariste écrive tellement en avance qu'ils ne savent pas qui est le dessinateur. Et alors, à ce moment-là, tout est verrouillé, tout est très bouclé, les descriptions sont très précises. On décrit non seulement les émotions, mais aussi la géographie des lieux, enfin, ce genre de choses, quoi. Mais bon, moi, ça fait quand même un petit peu de temps que je travaille avec le même éditeur, donc, qui lui choisit les scénaristes. Donc, du coup, maintenant, je travaille avec des scénaristes qui savent que je suis sur la série, et en général, c'est plutôt eux qui me demandent. Et donc, voilà. Mais bon, alors que dans les années 80, les scénarios Marvel étaient plutôt des synopsis, aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle le full script, donc scénario détaillé. Au cours des 10 dernières années de ma carrière, je me suis immiscé dans le processus d'écriture. James et un tas de scénaristes avec qui j'ai travaillé vont avoir tendance à m'envoyer non pas un brouillon, mais bien un scénario, même s'ils savent que je vais y toucher s'ils n'ont pas complètement défini quelque chose. S'ils ont laissé des pistes, ils savent que je vais venir avec des idées, et parfois même sur les choses qu'ils ont complètement travaillées. Et du coup, on va modifier des choses. Réécrire les blagues si on le doit, réinventer des parties de l'histoire pour mieux servir ce que l'on veut faire, et pousser notre idée aussi loin qu'on peut. C'est particulièrement le cas dans Quantum et Woody. Chaque fois que nous réfléchissons à quelque chose, on se demande comment on peut l'améliorer, le pousser plus loin. Le parfait exemple de ceci, c'est un groupe de personnages qui se nomme la Légion des Cauchemars, il me semble. C'était il y a un bail. Qui sont essentiellement des monstres qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Et dans le script, James avait écrit « Et soudainement, ces monstres surgissent. Et ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Je ne sais pas. » Je suis donc retourné vers James et je lui ai dit « Et si on faisait un amalgame des trois choses dont les gens ont statistiquement le plus peur, c'est-à-dire des clowns, les araignées et les aiguilles. » Et ça nous a permis de créer une blague bien plus grosse sur comment ils sont arrivés là. J'ai donc eu l'idée et il s'agissait d'un organisme macrobiologique qui était mis dans les canalisations et dont le gars qui est là et sur lequel ils sont en train de crier explose en l'un de ces monstres. Et on continue de faire ainsi pour les clones, les différents membres de Hera, les autres savants fous. Eux sont principalement basés sur une conversation qu'on a eue tard le soir entre James et moi, alors qu'on avait des fous rires. Et si on faisait un gars comme ça, ok, mais il doit avoir des tentacules de pieuvre comme jambes,
Mais en fait, comme il a 7 tentacules de pieuvre, c'est un septopus. Vous ne trouverez pas ça dans le livre. En fait, je ne crois pas qu'on ait nommé le gars, ou alors c'était Omama Jack avec ses 7 tentacules. On s'est dit qu'il devait y avoir un gars animal, il devait y avoir un gars lié aux maladies, un gars lié aux technologies, et c'était beaucoup de fou rire. Oh tiens, si on faisait ça pour Quantum et Woody, ça a été pas mal de ça, il y a eu beaucoup d'allers-retours entre James et moi. Donc l'histoire principale a toujours été et continue d'être celle de James, mais je viens souvent pousser l'histoire dans cette direction, ou dans celle-ci. Et c'est comme ça qu'on arrive à une collaboration si organique, et c'est ce que nous voulons. C'est toujours une conversation, jamais je n'arrive en essayant d'imposer mes idées, en mode « je veux que ce soit comme ça ». On ne fait pas ça, vous proposez plutôt, et si on faisait ça, et puis tu parles à l'autre, tu en parles au scénariste et tout le monde accepte, et vous avancez. Je voudrais m'intéresser à votre rôle de cover artiste. Ouais. Là où vous faites des couvertures, mais pas les dessins intérieurs des BD. Ouais. À quoi ressemble la commande d'un cover artiste? Est-ce que du coup c'est un dessin qu'on vous commande, typiquement avec tel personnage dans telle pose, ou est-ce que on pioche parmi des illustrations que vous avez pour en faire des couvertures? Normally you get a request. Non, en général, on reçoit une commande pour un personnage. Parfois, on vous donne en plus un concept, et puis vous envoyez plusieurs crayonnés et ils choisissent. Sketches, you send it to them and they pick. Sometimes C'est they arrivé give qu'on me laisse un peu me plus more de range, liberté, say, faites do comme whatever bon you vous want, semble, come up with trouvez an une idea. idée. Other times Et they're d'autres fois, c'est plus more spécifique. specific, they want a certain, Ils veulent like, une you know, certaine, they have an tu vois, idea. ils ont une idée bien précise. Donc ça dépend vraiment d'avec qui on travaille, de s'ils ont quelque chose en tête ou bien s'ils sont à l'écoute de vos idées. Et alors comment on écrit une scène? Typiquement, un mec roule en voiture dans le désert. Est-ce que tu donnes juste ça à ton dessinateur et il se débrouille pour le mettre en scène et on va croiser un cactus, tu devras trouver un cactus? Ou est-ce que les trucs sont hyper détaillés et du coup tu sais ce que tu veux voir au moment où tu l'écris? Ça varie si par exemple le cactus a une importance ou une symbolique, là il faut l'écrire. Moi j'aime bien détailler case par case les moments clés d'une page parce que moi je viens à la base du cinéma. Donc j'écrivais en minutes et pas en cases. Et quand je suis passé en BD, tout le monde me disait que ce que je faisais c'était des storyboards et c'était pas de la BD. Donc j'ai dû apprendre à trouver les vrais moments clés de l'histoire. Donc c'est en ça que vraiment détailler la page c'est important parce que tu peux avoir une très bonne histoire si tu choisis les mauvais moments clés à montrer. Ça peut être très très dur à dessiner, ça peut être un calvaire pour le dessinateur. Donc ce que je fais en général c'est que je fais un petit croquis de ma page. J'écris ma page et je donne pas le croquis au dessinateur. Mais au moins je sais que ce que j'ai donné comme information, c'est suffisant pour suivre l'histoire. Mais même quand j'écris des choses très détaillées, je dis toujours au dessinateur, si tu as une meilleure idée, fais-le. Parce que je sais que c'est lui qui aura raison dans tous les cas. Et les rares fois où je donne des pages très peu détaillées, c'est quand j'ai besoin d'un layout vraiment inventif, qui transmet une émotion. Quand je sais que j'arrive pas forcément à exprimer ce que je veux retranscrire, j'explique la page en gros. Je donne les dialogues et je dis, par exemple à Elsa, je veux que le lecteur ait cette sensation quand il la lit. Et c'est elle qui fait entièrement le découpage de la page. Est-ce que tu as de l'influence sur les séries sur lesquelles tu travailles ou alors tu dois respecter le script? Est-ce que tu pourrais bosser sur une série qui part dans une direction qui te convient pas du tout? Oui, ça m'est arrivé, oui. De l'influence, pas réellement, enfin de l'influence en termes de mise en scène, oui. Alors ça, oui. Il peut se passer des changements ou des moments où je trouve que le propos n'est pas assez clair. J'ai un exemple, par exemple sur Secret Wars. J'avais dessiné le prologue et c'était la première confrontation entre l'univers classique Marvel et l'univers Ultimate. Et le scénariste avait décrit une scène qui ne laissait pas du tout comprendre que c'était ça qui se passait. Avec des héliporteurs du Shield qui envahissaient le ciel de Manhattan. Le problème que ça me posait, c'est qu'il faut être vraiment un expert pour savoir que c'est le type de modèle d'héliporteur du Shield de l'univers Ultimate, pour savoir qu'il se passe ça quand même. Donc voilà, à ce moment-là, on peut faire des suggestions. Je leur ai dit, on n'a qu'à mettre le Iron Man classique version Brian Hitch de Ultimate en premier plan, comme ça tout le monde comprendra qu'il se passe ça. C'est ce genre d'influence-là, mais ça va pas influencer le cours de l'événement. Tu peux donc dessiner une série avec laquelle tu es fondamentalement pas d'accord?
Alors fondamentalement, ça dépend quand même. Je vais pas dessiner non plus des idéologies nauséabondes, des choses comme ça. Après, il m'est arrivé, oui, de dessiner des choses où je trouvais que c'était un peu idiot, ou ça m'arrive, ouais. Est-ce que Letter 44 pourrait partir dans une direction qui ne te va pas du tout? Non, l'histoire, c'est Tachar, c'est sa faute. moi, je sais qu'il a l'histoire des débuts, c'est dans sa tête. Et c'est la fin de ce qu'il a commencé à faire l'histoire. Donc, je les laisse faire. Parce que, ouais, c'est son histoire. Est-ce que on aborde une série comme Quantum and Woody délirante différemment d'une série comme Venom ou Hulk, qui sont des trucs plus sérieux? For me, it's I Pour tend to moi, look je at whenever regarde I quand take je prends on un a new nouveau projet, project. je suppose que les personnes qui m'engagent le font pour que je sois get passionate passionné about par ce whatever I'm que je working suis on. en train de And faire, that et ça veut dire que je dois apporter de moi-même au Bring projet. my whole self to the project. I always look at, Quand les gens me demandent comment est mon style graphique et qu'ils disent « Oh, tu as changé ton style, c'est plus ou moins cartoony, plus ou moins réaliste », j'ai toujours tendance à répondre que je n'ai qu'un style. Le style est sans importance, les gens parlent de développer leur style, il n'y a pas d'intérêt à le faire. Dessinez juste, dessinez, peu importe ce que vous dessinez, c'est votre style. Vous perdez votre temps à essayer de développer le style parfait. Dessinez, c'est tout, et c'est ce que vous faites. Mais pour en revenir aux comics, quand je dessine quelque chose, j'ai la sensation que je fais les choses sur une réglette. Donc tout ce que je fais est pareil. Si vous regardez les lignes que je fais sur ma page, ce sont toutes les mêmes lignes. Que ce soit quelque chose que j'ai fait pour Mad Magazine ou pour Hulk, ce sont les mêmes lignes et les mêmes techniques. Je prends juste cette réglette, je mets le curseur de quelque chose de plus cartoony, quelque chose de plus grossier, quelque chose de plus stupide ou quelque chose de plus sérieux. Et donc, quand tu t'assois pour faire peu importe quel titre, que ce soit Venom, Hulk, un cartoon ou des livres que j'ai fait pour des enfants, Mad Magazine, peu importe ce que c'est, tu t'assois et tu te demandes où sur cette réglette est le plus adapté pour ce titre, où dois-je être sur cette réglette pour le ton de ce titre, pour aller au-delà des simples informations de ce qu'est le titre, quelle est l'histoire de ce titre, qu'est-ce qu'on essaye de véhiculer à notre public en tant qu'auteur. Tu sais, dans le cas de The Hulk, je ne vais pas pousser ma réglette à fond jusqu'au cartoon, je vais y aller un peu, mais garder un peu quand même de cet aspect, pour garder un peu de fun. Tu sais, Hulk est un concept étrange, c'est un concept horrifique dans le style de David Cronenberg, et son principe du body horror quand on y pense vraiment. Donc garder un peu de ça, pas de la simplicité, mais de l'élasticité dans le personnage aide. C'est comme j'ai dit, une réglette. Donc si quelqu'un m'embauche pour travailler sur un titre, je regarde ce que c'est, j'étudie ce qui fait ce titre dans ses parties intrinsèques et j'essaye de voir comment je vais approcher mon travail. C'est comme si un acteur ou un réalisateur passait d'une comédie à un drame, à un film d'horreur. C'est toujours eux, c'est leur voix. Mais ils ont eu à adapter le contenu en fonction du média, en fonction du genre. Du coup, la liste de dessinateurs avec qui tu peux travailler, c'est quelque chose qui est complètement ouvert. Tu peux partir dans n'importe quel délire, ou alors on te propose une shortlist, t'as dit non et tu dois choisir quelqu'un parmi cette liste-là. Ça dépend avec qui tu travailles aussi. Chez Boom Studio et chez Vertigo, par exemple, ils aiment bien que tu apportes l'histoire et qu'ils t'aident à trouver le dessinateur. Mais quand tu vas chez Image ou chez IDW et que tu fais un vrai contrat de creator owned, c'est-à-dire que tout t'appartient, 100% de l'histoire t'appartient, tu viens avec ton dessinateur déjà. Tu dois vraiment... ce que tu apportes pendant le pitch, c'est exactement ce qui va être publié. C'est-à-dire même si tu choisis ton coloriste, ton lettreur, t'arrives vraiment avec le package en fait. C'est ce qui fait que 100% des droits t'appartiennent, parce que eux ils n'ont pas une intervention au niveau de la création. Comment est-ce que tu arrives sur une série ? Est-ce que, puisque tu as un nom qui compte maintenant, est-ce que tu as le choix dans les séries sur lesquelles tu veux travailler, ou est-ce que tu es placé là ou là ? Alors ça fonctionne un peu par écurie, surtout chez Marvel. Alors j'imagine que chez DC aussi, mais je connais moins parce que je travaille moins chez eux.
C'est-à-dire que en général, quand on travaille avec un éditeur, donc qui est responsable d'un certain nombre de séries, il a tendance à garder les mêmes personnes. Il aime collaborer avec les mêmes personnes. Donc moi, il se trouve que je travaille surtout avec Tom Brevoort, qui est le numéro 2, c'est-à-dire qu'il s'occupe de toutes les séries liées aux Vengeurs, et donc Captain America, il s'occupe de tous les gros crossovers, Civil Wars, Secret Wars et toutes ces choses-là. Et donc, dans la mesure où je travaille avec lui, il y a un peu de flexibilité. Je peux lui demander, je peux lui demander une série ou une autre. Ça ne veut pas dire qu'il va me la donner tout de suite. Mais je sais que quand il y aura une ouverture, voilà quoi. Et la plupart du temps, c'est quand même lui qui fait appel à moi. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de lui demander quelque chose. J'ai pas encore fini le projet précédent qu'il me soumet une idée sur autre chose, quoi. Aujourd'hui, tu habites toujours à Madrid. Oui. Tu bosses pour Onipress, un éditeur américain, Oui. avec Charles Soule, qui habite aux États-Unis. Ouais. Comment tu as été recruté pour ce projet? C'est une histoire assez curieuse parce que j'étais invité il y a quelques années déjà en Algérie pour un festival DVD là-bas. Et là, j'ai fait la connaissance de quelques auteurs américains, dont Steve Lieber, c'est le dessinateur de Whiteout, Superior Foes of Spider-Man, etc. Et on est allé à Seattle pour un festival, une comic convention qui s'appelle Emerald City. Et là-bas, j'étais en train de finir une série chez Soleil. Donc, je voulais chercher du boulot. Et il m'a dit, écoute, tu peux y aller voir la petite maison d'édition Onipress. C'est tout petit, familier, mais prestigieux. Si tu veux, tu peux dire, c'est moi qui t'envoie et ils vont te traiter très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à le stand de Onipress. Je me présenté là-bas. Je viens de la partie de Steve Lieber. Et ils m'ont reçu très bien. Ils ont vu mon portfolio, ils ont aimé et c'est eux qui m'ont proposé les projets directement. Charles, il avait déjà proposé les projets à Oni, qui avait pris et ils étaient en train de chercher un dessinateur. Et c'est ça qu'on a fait la liaison comme ça. Toi qui as l'habitude d'écrire maintenant des histoires et de transmettre du coup tes indications, la fameuse Marvel Way de Stan Lee où on lançait un plot, on laissait le dessinateur inventer le truc et on revenait à écrire les dialogues derrière, c'était une arnaque? C'est étrange comme manière de travailler. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Après, à l'époque, il y avait quand même des storytellers qui étaient assez exceptionnels. Donc on pouvait se baser dessus. Mais j'ai l'impression quand même que depuis Stan Lee, les histoires ont pris un peu plus d'épaisseur et un peu plus de... Je sais pas, c'est encore des scénaristes qui travaillent de cette manière-là. Je pense que ça m'étonnerait, mais je peux peut-être me tromper. Après, tu as des duos de scénaristes-dessinateurs qui se comprennent tellement bien. Je pense que David Hara et Matt Fraction sur Hawkeye, par exemple, ils se laissaient des moments freestyle l'un l'autre où David Hara faisait ce qu'il voulait et Matt Fraction venait réécrire par-dessus. Je pense que quand le duo fonctionne bien, et sur Sex Criminals, ça doit être la même chose, je pense, parce qu'ils ont une manière de travailler vachement fusionnelle. Je l'ai fait quelques fois avec Elsa, comme je t'expliquais tout à l'heure, quand j'ai besoin de faire passer une émotion, je laisse complètement faire. Et sur le tome 2, donc ça va être le numéro 5 en VO, il y a une séquence entière où elle a fait tout simplement ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que je lui ai mis juste les époques qu'on traversait, les personnages célèbres qu'on allait croiser, leurs dialogues, et c'est elle qui a fait entièrement la construction sur quasiment un quart de l'épisode. Donc ça peut fonctionner. Vous aviez une vraie relation avec le scénariste ou vous avez été engagé sur ce projet? Oh yeah. We were. I think we became friends over the course. We'd never met. Oui, nous sommes devenus amis au fur et à mesure. Nous ne nous sommes jamais rencontrés avant de travailler ensemble, mais tous les scénaristes avec qui j'ai travaillé au cours de ces 10 dernières années ont toujours été très ouverts à la façon dont j'aime faire des comics. C'est une vraie collaboration. Donc, par nécessité, nous sommes devenus amis, et par nécessité, cette relation de communication prend le dessus. L'autre personne qui intervient dans le processus créatif, c'est le coloriste. Tu livres des pages en noir et blanc qui sont colorisées par quelqu'un d'autre. Est-ce que tu laisses des indications ou est-ce que tu découvres la couleur, en fait, au final? Normalement, je découvre, mais on a toujours un petit
temps pour faire des modifications si on trouve nécessaire. Et dans Jackson, c'est les coloristes depuis les fascicules numéro 4, je crois. Donc, ça fait 22 fascicules qu'il travaille avec nous. On lui laisse faire, il sait qu'est-ce qu'il fait. C'est aussi les dernières étapes de la création, on va dire, avant les tristes bien sûr, mais à niveau dessin, c'est lui qui finit les boulots. Donc si Charles s'est retardé, si moi je suis en retard, c'est lui qui prend tout ça. Donc moi je préfère qu'il fait comme il veut, à l'aise, tranquillement, parce que moi j'aime bien travailler comme ça aussi, donc je laisse les autres travailler de la même façon. Et bon, après, si on voit un petit truc qui va pas, ou qu'il faut modifier un petit peu, et on lui dit, ça se fait rapidement et c'est bouclé. Tout passe par l'éditeur, ou est-ce que vous êtes vraiment dans le processus avec le dessinateur d'intérieur, la dessinatrice d'intérieur et le scénariste, ou est-ce que c'est un rôle à part? Non, c'est complètement séparé, vous n'avez aucun lien avec eux. Il n'y a que l'éditeur qui vous adresse la parole. Personne d'autre n'est impliqué, juste une seule personne. Tu dis que vous avez changé de coloriste au milieu de la série. J'imagine que tu n'avais pas rencontré Dan Jackson. Est-ce que tu as un droit de casting sur le coloriste? Non, ça a été une décision éditoriale. C'est l'éditeur qui a trouvé Dan, qui a trouvé le premier coloriste. Et bon, ils sont des coloristes qui travaillent avec Onipress depuis quelques années déjà, donc ils se connaissent. Moi, j'ai fait confiance. C'est un marché, quand j'ai commencé, c'était nouveau pour moi. Je connaissais pas personne qui pouvait faire la couleur, donc j'ai laissé ce type de décision à l'éditeur parce que ils connaissent bien comment ça marche, ils connaissent les personnes adéquates, et ça fonctionnait. J'ai trouvé les couleurs dedans super. Donc, moi, je suis super content. Et finalement, Dan, Charles Soule, donc le scénariste, et ton éditeur, est-ce que tu les as déjà rencontrés en vrai? Pas Dan Jackson, j'ai pas rencontré personnellement. Mes éditeurs et Charles, oui. Je suis allé à New York pour la Comic Con de 2013. Et ça, c'était la sortie du fascicule numéro 1. Donc, je voulais y aller que pour les plaisirs, tu vois. Donc, là-bas, j'ai fait la connaissance de Charles, tête à tête. Aussi de mon éditrice actuelle, c'est Robin Herrera. Ma première éditrice, je la connaissais à Emerald City, en Seattle. Jill Beaton, ça a été elle qui m'a donné la chance. Et oui, j'ai connu tout le staff de Onipress en 2013. Voilà. Charles Soule, j'ai lui rencontré encore cette année pour Angoulême parce qu'on était dans la sélection officielle. Donc, il a été invité par Glénat Comics. On a passé 4 jours ensemble à Paris, à Angoulême. C'est super. Voilà. Tu parlais du cinéma qui a une écriture à la minute. Un scénario de cinéma, c'est très codé en fait. La façon dont c'est écrit doit correspondre à certaines règles, avec des formes de caractère pour les dialogues, pour les descriptions, Est-ce que du coup, dans la façon d'écrire un comics, c'est plus libre ou la forme est aussi hyper structurée? C'est beaucoup plus libre. C'est vraiment, tu écris quasiment comme tu veux. Il y a des gens qui écrivent en tableau. C'est ce que j'ai fait pour Infinite Loop. Au début, donc, je mettais mon numéro de page, mes cases, mes dialogues dans des cases différentes de tableau. Ça permet d'avoir quelque chose de très très lisible. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à écrire du comics, j'avais beaucoup de mal à tout faire entrer dans un format de 22 pages. Et quand tu as ton bloc de texte dans un fichier doc, c'est très dur de savoir où s'arrête chaque page. Alors qu'en tableau, c'est vraiment tout découpé et tu sais exactement ce que tu places. Donc il y a cette forme-là d'écriture. Après, il y a des formes plus traditionnelles, donc qui ressemblent à vraiment de la mise en page du scénario de film, donc avec les retours à la ligne, les tabulations, tout ça. Mais après, il y a Jimmy Palmiotti, par exemple, il s'en fout, il écrit son truc normalement, sans retour à la ligne, sans mise en forme particulière, ça reste très lisible.
En fait, en général, quand le scénario est bien écrit et que le scénariste sait mettre en image son scénario en forme de BD et qu'il l'imagine pas comme un film ou comme un dessin animé, tu peux l'écrire n'importe comment. En général, c'est très lisible. Mais c'est vrai que au début, comme j'écris en anglais et que j'ai quand même besoin d'être lu, des fois, j'envoie mes scénarios à des correcteurs de cinéma et ils me demandent des détails de mise en forme, des choses que je comprends jamais rien, parce que c'est vrai qu'au cinéma, le placement de la virgule ou le placement d'un truc ou de tel point c'est complètement différent en fait. Et l'avantage de la BD, c'est que t'écris comme tu le sens et t'as pas vraiment de limitation. Même par exemple, Alan Moore, il va t'écrire 10 pages pour une case autant parce qu'il a besoin de décrire chaque objet ou chaque tranche de livre qu'il y a dans la bibliothèque de derrière. Il n'y a pas vraiment de règles. Comment ça fonctionne d'être un dessinateur qui habite en Espagne et travailler avec un scénariste qui habite aux États-Unis? À quoi ressemblent vos journées? C'est des heures de Skype? Au début, il y avait beaucoup de conversations sur Skype, email bien sûr, c'est assez facile, heureusement. Mais une fois qu'on a commencé à dérouler l'histoire et travailler ensemble, ça a été assez facile. Charles, il est très disponible. Au contraire qu'on peut penser, parce qu'il fait beaucoup de séries, il travaille comme avocat encore, mais il reste toujours attentif à la série. Et s'il y a une question, on se parle, on s'écrit tout le temps, on a de WhatsApp, blabla. Donc, mais normalement, je reçois les scénarios. Chaque fois, je reçois 6 fascicules, donc c'est l'arc de l'histoire complète. Et voilà, c'est lancé. Je commence avec les storyboards, j'envoie tout pour la supervision de l'éditeur et de Charles. Et c'est ça qu'on fonctionne. Donc presque tous les jours, on s'envoie un email, 12 emails avec les boulots du jour pour continuer à avancer. Comment on fait pour bosser pour un éditeur américain quand on réside à Toulouse? Mais on utilise Internet beaucoup, les serveurs FTP, Skype, énormément. Au quotidien, donc, c'est des tonnes de mails, des heures de Skype, du scan, des retours. Oui, parce que étant donné que on travaille en flux tendu pour les Américains, c'est toujours très rapide avec les rythmes mensuels de publication. C'est très inhabituel que je reçoive pas au moins 2-3 mails par jour des éditeurs. Donc on discute de tout, il faut valider les étapes intermédiaires, les choses comme ça, quoi. En général, ça va pendant la production, mais quand on fait le bouclage, c'est là où c'est rude, parce que c'est toujours en flux tendu, comme c'est mensuel. Il faut toujours envoyer à l'heure, et si tu rates une semaine, ton bouquin est décalé et tu perds énormément de ventes. C'est-à-dire qu'on se rend pas compte, mais en fait, un retard, c'est pas juste sur le moment on perd des lecteurs, c'est que autant le gars, il prend 10 séries par mois, et s'il prend pas ta série et qu'il en prend une autre, il prendra plus ta série, parce qu'il a le budget que pour 10 séries. Donc quand tu sautes une semaine, tu peux perdre énormément de lecteurs. Donc c'est vrai que quand tu es en bouclage et que tu dois rendre tes pages à 4h du matin, bah, tu restes éveillé, ou alors des fois tu laisses ton téléphone allumé, tu reçois un mail en plein milieu de la nuit, bah, tu te relèves et tu vas finir ton lettrage et tu le renvoies. C'est tendu. Mais je pense que si j'étais aux États-Unis, ça serait la même chose, parce qu'un bouclage, il faut que ça parte, quoi. Il y a pas la même souplesse qu'en France où tu finis ton livre et il sort 6 mois après. C'est pas ça, c'est tu rends ton livre, le lendemain il part à l'imprimeur, quoi. C'est vraiment c'est un autre rythme. Est-ce qu'il y a une nouvelle garde d'auteurs français en ce moment aux États-Unis avec Philippe Brionès, toi, Olivier Coipel, Pierre Collinet, Elsa Chartier, Bengal? Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou il se passe quelque chose avec les auteurs français? Oui, il y a Stéphane Nierntz aussi, Gérard Parel, c'est-à-dire que et Roland Boschi qui bosse pas mal. Je pense que ça vient certainement du fait que Marvel recherche des styles un peu différents. C'est pour ça qu'il y a autant d'Italiens, autant d'Espagnols aussi. C'était presque une anomalie qu'il n'y ait pas de Français pendant longtemps. Je pense que c'est essentiellement dû au niveau d'anglais des Français qui est assez lamentable par rapport aux autres pays. Maintenant, avec Internet, il n'y a plus de raison de ne pas pouvoir travailler pour des grosses boîtes comme ça. Une nouvelle garde, je saurais pas dire, mais c'est vrai qu'on se connaît tous et que forcément on a des liens un peu plus étroits qu'avec des dessinateurs internationaux, parce que dû à la langue et à notre patrimoine commun. Je pense qu'en même comparé aux Italiens et aux Espagnols, j'ai quand même l'impression qu'on est plus éclectique. On a des styles quand même assez différents les uns des autres.
Surtout quand on compare à Stéphane Nians, à Olivier Coipel, où on a vraiment une variété d'approches, ou Elsa Chartier, Bengal, qui est beaucoup plus manga. Peut-être le point commun qu'on aurait, c'est que la BD traditionnelle franco-belge nous a plus habitués à faire tout nous-mêmes. Donc on aura plus tendance à faire l'ancrage, les couleurs, des choses comme ça que d'autres, que des Américains surtout. Est-ce qu'on aborde graphiquement une BD européenne et un comics de manière différente? Est-ce qu'il y a des choses que tu as le droit de faire ou pas le droit de faire dans un des deux médiums? C'est pas une question de droit à faire ou pas. C'est une question de date de livraison et de storytelling surtout. La BD franco-belge, ça change. C'est 46 planches chaque 6 mois, 1 an, ça dépend de la collection. Et il y a une façon à faire les planches assez particulière, on va dire. Il faut faire des planches très élaborées avec beaucoup de background, très détaillés, et qu'il faut montrer beaucoup de choses parce que la régularité de la sortie de la série, c'est pas chaque mois. Aux États-Unis, c'est un peu, le rythme de production, c'est plus rapide. Il faut faire pas de planches chaque mois, chaque 5 semaines. Donc, il faut y aller plus rapidement. Le nombre de cases, c'est plus petit dans les comics. Et tu peux épargner des backgrounds suivants. Donc, c'est une façon de raconter les histoires un peu différente. Tout reste dans la BD, dans les comics, tout reste dans les mêmes essences. Mais il faut connaître un peu les clés de chaque marché, tu vois. Est-ce qu'il y a une différence dans la façon dont on construit une page de BD européenne et une page de comics? Oui, alors la différence fondamentale, évidemment, c'est le format. Le format est plus petit dans les comics. Et naturellement, ça induit que le dessinateur de comics va avoir tendance à cadrer plus près des personnages, plus près des scènes. Ça a un tout petit peu changé ces dernières années grâce à des dessinateurs comme Brian Hitch qui avaient des influences plus diverses, notamment le manga avec Akira, qui lui a éloigné un peu sa caméra des plans et pour montrer un peu plus de contexte, de décors, de grands décors, de choses comme ça, pour montrer un peu l'échelle des grandeurs entre les personnages et ce qui se passait et les décors. Mais habituellement, c'est quand même des scènes plus proches, alors que le franco-belge va être un tout petit peu plus lyrique et éloigner sa caméra et montrer des décors, montrer des scènes vues d'un peu plus loin, ce genre de choses. Des répétitions de plans aussi, qui sont très fréquentes dans le franco-belge, alors que dans les comics, pour des raisons de dynamisme, on va avoir tendance à varier énormément les plans, énormément les angles. Tout ça pour vraiment, c'est l'école Jack Kirby, c'est in your face, c'est vraiment tout dans la tronche. Vous avez un sentiment différent autour de la place de l'artiste en Europe, aux États-Unis? Vous vous sentez plus artiste en Europe qu'aux États-Unis? I think there is more of a sense of co-authorship. En Europe, il y a plus un sens où le scénariste et le dessinateur travaillent ensemble et où ils sont co-auteurs. Il ne s'agit pas d'un auteur et d'un illustrateur, ce sont vraiment des co-auteurs. Dans l'industrie américaine de nos jours, on a beaucoup plus l'impression que le scénariste fait tout et que le dessinateur n'est qu'une main qui se déplace autour d'une page. And so, and this has been, it's a sentiment that's been popularized since. C'est un sentiment qui a été popularisé depuis Stan Lee et Jack Kirby. Cette impression que Stan était sur le devant, à la tête du marketing, alors que c'était Marvel, et que Jack était assis à la maison dessinant tous les épisodes. Il est plus simple d'être visible quand vous êtes le scénariste. Je ne veux rien prendre aux scénaristes qui travaillent vraiment dur et qui font du bon travail. Je ne serais pas là où j'en suis sans eux, évidemment. Et maintenant, je suis passé de l'autre côté parce que je suis en train d'écrire des choses que je ne dessine pas. Mais le fait est qu'on a un peu perdu cette idée de partenariat. Je me fiche de qui est le scénariste, même quand il s'agit de Alan Moore ou Neil Gaiman. Ils ne feraient pas les livres qu'ils font sans les artistes spécifiques avec qui ils ont travaillé. Vous ne pouvez pas prendre From Hell ou Watchmen
échanger les artistes sur ces livres et que les livres restent les mêmes. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas faire qu'Eddie Campbell dessine Watchmen et que ça reste le même livre. Vous ne pouvez pas avoir Dave Gibbons dessinant From Hell et avoir le même titre. Ce qui veut dire que ce qu'ils apportent à ces comics et ce que Alan Moore a dû changer en écrivant pour eux est important. De plus, ça veut dire que la relation entre les auteurs est partagée parce que leur voix fait partie de ce qui est présenté au public. Ce sentiment, cette idée de partage a été perdue aux États-Unis et je ne pense pas que ce soit le cas en Europe. Je ne pense pas qu'il y ait ce même degré de séparation ici, ce que je respecte et ce que je préfère. Mais bon, je ne suis qu'une voix dans le vent. Ok, merci. Thank you very much. Thank you.